permettez, le temps n'est pas si loin où j'étais comme membre de la commission, donc je veux dire une chose pour expliquer à quoi sert la commission. D'abord, bien faire comprendre et dire que la commission, à une exception près, ne décide jamais. Elle propose. Elle est la seule à pouvoir proposer. Les traités lui donnent ce pouvoir exclusif de proposition qu'elle utilise. Je ne crois pas qu'elle en abuse. Le seul domaine où elle décide, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le domaine de la concurrence. La Commission, c'est l'autorité européenne de régulation de la concurrence sous le seul contrôle de la Cour de justice. Dans tous les autres domaines, elle propose. Et elle joue quoi comme rôle? Le rôle d'un personnage qui n'existe pas. Parce que, comme l'a dit le commissaire Almunia, nous sommes dans une construction totalement originale. Vous ne trouvez jamais dans l'histoire, nulle part ailleurs dans le monde, une construction comme celle que nous construisons depuis 50 ans, de 27 pays qui se mettent ensemble pour faire des choses sans fusionner. Nous ne sommes pas en train de faire un État fédéral européen, ni d'avoir un seul peuple européen. Donc si nous gardons ces États sans un système totalement fédéral, on a besoin d'une institution indépendante au milieu qui propose. Et elle joue quoi comme rôle? D'un personnage qui n'existe pas, ou pas encore, qui est le rôle du Premier ministre européen. C'est une sorte de collective body, la Commission européenne. Un personnage collectif. 25 personnes aujourd'hui, qui ont toutes prêté serment d'être indépendantes, des intérêts privés, c'est la moindre des choses, et des intérêts nationaux. Le commissaire Almunia est d'abord commissaire européen, et seulement, ça n'empêche pas d'être citoyen espagnol, mais il est commissaire européen, et ces 25 personnes ensemble, autour d'une table, collectivement, collégialement, soit par un vote, quand elles ne sont pas d'accord, un commissaire, une voix, soit par le consensus, en général on s'efforce d'obtenir un consensus entre nous, font une proposition collective, comme un Premier ministre. Et ensuite cette proposition, elle va devant le Parlement européen et devant le Conseil des ministres, devant les deux chambres en quelque sorte. La Chambre des États, qui est le Conseil des ministres, et la Chambre des citoyens, qui est le Parlement européen. Et une fois que la décision est prise par ces deux chambres, la Commission exécute. Voilà. Mais si, je veux le dire, si la Commission n'existait pas depuis 50 ans, nous n'aurions pas franchi tout ce chemin, parce qu'il faut une institution indépendante qui pousse, qui tire, qui surveille. Hein. Voilà ce que j'ai dit. Excusez-moi, je suis en train de réfléchir sur la question de la connaissance. Parce que si l'on connaît les personnes, on peut arriver à connaître l'institution peut-être. Mais moi je me trouve, ma porte-parole est quelque part par là, dans une situation un peu dramatique. Parce que quand tu étais commissaire de la politique régionale. Alors tu étais plus connu dans les pays qui recevaient les fonds structurels. Oui, oui. Dans mon cas, je suis plus connu dans les cas où les pays ont le plus le déficit public plus élevé. Je suis trop connu en Hongrie, assez connu en Italie, pas mal connu en Allemagne, maintenant ils sont en train de corriger le déficit, et pas du tout connu en Irlande. Alors, mon problème de communication, c'est terrible, je préfère ne pas être connu. Bien justement, à propos de la commission, une question que les citoyens se posent souvent de celle-ci. La commission est composée d'hommes et de femmes de sensibilités politiques différentes. Vous-même avez été secrétaire général du Parti socialiste espagnol, M. Barnier était commissaire européen de centre droit, et aujourd'hui à la commission, M. Barroso est catalogué de centre droit, pareil pour M. Frattini par exemple. Et donc, est-ce que cela prouve qu'au niveau européen, le clivage gauche-droite est caduque, et pour reprendre pour paraphraser Tony Blair, pour ce qui concerne la politique européenne, il n'y a pas de politique de gauche ni de politique de droite, mais une politique qui fait avancer l'Europe et une politique qui la fait stagner. C'est tout à fait vrai que chacun dans la commission a sa famille politique de référence. Mais je dois dire que, à mon expérience, dans les derniers mois de l'ancienne commission Prodi, quand je suis allé substituer à Solves, aussi bien que dans la commission Barroso depuis le début, en novembre 2004, les clivages qu'on peut trouver dans les discussions de la commission, qui, comme disait Michel, en général concluent pour un accord, un consensus, ce ne sont pas en général des clivages gauche-droite, disons, traditionnel gauche-droite. Ce
sont plutôt des clivages de la façon d'interpréter l'intérêt général européen, ou des clivages, et ça je le connais aussi chez moi quand j'étais au gouvernement, entre les différents portefeuilles, entre les différentes responsabilités à l'intérieur du collège. Par exemple, moi je suis commissaire pour les affaires économiques, alors je dois être rigoureux du point de vue économique. On va discuter le mois prochain un paquet très très important sur les stratégies énergétiques européennes. Moi, je suis en train de préparer mes analyses et mes positions, et moi je suis concerné par les coûts des propositions qu'on va faire. Mon collègue Stavros Dimas, commissaire à l'environnement, va être plus préoccupé par la façon où la politique énergétique va être cohérente avec la politique environnementale et la lutte contre le changement climatique. Et les commissaires Verheugen, aussi social-démocrate comme moi, il va être concerné par la régulation sur les entreprises et les poids qu'on va déposer sur les entreprises. Alors je crois que c'est plus important la façon où chacun interprète l'intérêt européen en fonction de ses propres responsabilités comme commissaire que les clivages gauche-droite, parfois dans certains cas, existent, bien sûr, aussi dans les niveaux européens. Oui, mais il est arrivé de constater assez souvent que j'étais moins libéral que certains socialistes. Hein. Le socialisme et le libéralisme, ce sont convergents. Oui, tout à fait. Ah. C'est intéressant. Développer. Dans votre discours, vous semblez, en ce qui concerne le patriotisme économique, ou ce qu'on a appelé tel quel dans cette conférence, critiquer l'attitude qui consiste, pour certains pays, à défendre les champions nationaux, les entreprises nationales, attitude qui semble assez française, malgré tout. Ce pays, donc étrange, comme vous l'avez qualifié tout à l'heure, développe, de ce point de vue, développe une sorte de schizophrénie. Le problème avec les Français est le scandale quand un investisseur étranger rachète une entreprise française. Mais ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il n'y a pas cette indignation de la part des Français quand une entreprise indienne, chinoise ou anglo-saxonne rachète une entreprise italienne, allemande, espagnole. Il n'y a pas de solidarité à ce niveau-là européenne. Donc la conscience européenne ne semble pas exister de ce point de vue. Et peut-on néanmoins, avec le temps, concevoir qu'il y a une politique de champion européen? Alors champion européen, vous n'allez peut-être pas aimer, mais une politique de grande entreprise européenne qui respecte tout de même les conditions et les principes de la globalisation et de la mondialisation, qui est un jeu à somme positive. Bon, tout d'abord, j'ai mon expérience dans mon propre pays d'origine. Le jargon des commissaires orthodoxes, moi je ne suis pas orthodoxe, mais dans les jargons des commissaires orthodoxes, j'ai de prédire les pays que je connais le mieux. On ne dit jamais l'Espagne en étant espagnol, membre de la commission, on dit le pays que je connais le mieux. Et comme je ne connais pas du tout l'Espagne, c'est un pays très complexe, alors je préfère dire mon pays d'origine. J'ai assisté à un paradoxe. Dernièrement, il y a eu, il continue à y avoir, dans un certain sens, des réactions assez naturelles sur le fait qu'une entreprise d'un autre pays européen veut acheter une entreprise espagnole dans un secteur, disons, sensible, d'électricité, d'énergie, et en même temps, quand une entreprise espagnole du même secteur annonce qu'elle veut acheter une entreprise anglaise, tout le monde est heureux. Il dit, oh, quelle force, nous sommes les Espagnols qui allons acheter une entreprise écossaise. Ça, c'est de la schizophrénie. Cette fois, c'est schizophrénie en espagnol. Alors, moi, j'aime bien le football, j'aime bien les championnats, je suis tous les dimanches le championnat espagnol. Je reconnais que même si mon équipe ne participe pas à la Champions League européenne, les équipes de la Champions League sont meilleures, enfin c'est la plus haute qualité, mais la plus haute qualité parfois vient du Brésil, qui sont les champions du monde en général, ou parfois elle vient d'autres parties du monde. On est dans un monde global. Il y a la dimension globale, c'est nécessaire. Les entreprises plus performantes en Europe sont des entreprises qui ont une stratégie globale. Alors, je crois qu'il ne faut pas se contenter d'établir des championnats nationaux ou des championnats européens. Ça dépend. Il y aura des entreprises, en fonction du secteur où elles travaillent, ou en fonction de la dimension,
qui ont pour objectif de devenir des champions dans son pays. Il y a d'autres entreprises qui veulent aspirer à un championnat européen, mais les plus performantes veulent être les premiers du monde. Alors, pour cela, il faut reconnaître qu'on vit dans une dimension globale dans beaucoup des aspects économiques, financiers, et en même temps, il faut savoir utiliser les marchés européens, la dimension européenne, la cohésion entre Européens, les choses qu'on partage en tant qu'Européens pour tirer des avantages. Alors, il faut savoir comment approfondir l'identité européenne pour être les premiers dans le monde global. Pas se contenter à être les premiers dans une Europe qui, s'il ne pense pas en termes globaux, va être chaque fois plus réduite dans les championnats. Alors, je crois qu'il ne faut même pas se fixer des limites européennes. Il faut regarder un peu au-delà. Oui, deux questions. L'une qui demanderait une réponse très brève, qui trône dans la tête de tout le moins les passionnés mâles de football, cette salle. Quelle est votre équipe en Espagne? Parce que la question se pose. Je dois le dire. Atlético Bilbao, c'est un des 3 derniers à ce moment-là. Équipe à fort caractère, donc respectable. Donc, plus sérieusement... Vous savez pourquoi il est un des derniers? Parce qu'ils sont décidés pour des raisons historiques et traditionnelles qu'il n'y a que des Basques. Vous n'avez pas... Non, plus sérieusement, vous avez dit dans un précédent discours que l'Europe de Jean Monnet est en train de laisser la place à celle de Colbert. Cela tendrait à prouver que c'est la France, souvent, qui donne la mesure pour ce qui est de l'ouverture économique de l'Europe. Or, aujourd'hui, le premier des Français, M. Chirac, a affirmé que le capitalisme est aussi dangereux, le libéralisme est aussi dangereux que le communisme, et les Français ont rejeté la Constitution pour protester contre son ultra-libéralisme supposé. Et vous avez parlé d'ailleurs justement de schizophrénie à ce propos. Est-ce que vous pensez que l'Europe ne pourra être véritablement libérale, ne pourra progresser dans cette mesure, que lorsque la France elle-même aura commencé les réformes nécessaires pour cela? Je crois que l'Europe doit être un acteur global dans le monde dans ce siècle. Pour cela, il faut faire beaucoup de choses en commun entre les Européens, mais bien sûr, pour cela, il faut être compétitif et dynamique du point de vue économique. Et on vit dans un monde, dans une économie mondiale, globale, où il y a des gens ou des pays qui ont un degré d'industrialisation, de développement économique similaire ou encore plus élevé que le nôtre, qui ont fait beaucoup de choses pour augmenter son dynamisme et pour être à l'auteur de nouveaux défis, du point de vue technologique, du point de vue de flexibilité, du point de vue de stratégie globale. Il y a des économies et des pays émergentes qui augmentent son protagonisme dans l'économie globale jour après jour, semaine après semaine, qui vont devenir, comme je le dis dans l'intervention initiale, la Chine, la deuxième économie du monde, très vite. Et dans la dimension de l'économie chinoise, d'ici 2, 3 décennies, 4, mais en tout cas, quand vous serez encore un cadre qui travaille comme président d'une entreprise, va être la plus grande économie du monde. Et on ne va pas nous attendre. On ne va pas s'arrêter et demander entre les Américains, les Chinois, les Indiens, les Brésiliens, les Australiens, les Coréens, et on va s'arrêter, on va attendre les Européens qui discutent entre eux. Ils vont continuer. Ils vont continuer. Si l'on veut rester comme ça, chaque fois ils seront plus loin. Et chaque fois, on sera une société moins dynamique, avec moins de possibilités d'autosuffisance pour remplir nos objectifs et pour avancer vers nos ambitions. Une société qui vieillit,
une société qui ne pourra pas financer ses systèmes sociaux, son état-providence, etc. Qui veut ça? Qui veut ça? Ce n'est pas une question de discuter maintenant si on est un peu moins libéral. C'est une question d'être réaliste, pragmatique, et de dire qu'est-ce qu'on veut. On veut rester, que le monde s'arrête, le monde ne va pas s'arrêter. Nous pouvons être dans la même place, mais le monde va continuer à se développer. Ou l'on ne veut pas être passif, on veut être actif, on veut que les valeurs européennes se distribuent dans le monde. Et pour cela, il faut être un acteur global, majeur. Et pour cela, il faut prendre des décisions courageuses. Je voudrais juste un mot, si tu me le permets, revenir sur la question de Gauthier, qui a posé la question de grands groupes ou de grandes entreprises européennes. Son idée, enfin je peux me tromper, c'était pas de dire il faut faire de grands groupes pour le marché européen. C'était bien de créer des majors ou des grands groupes de dimension européenne avec une identité européenne pour faire face et compter dans le monde et faire face à la concurrence mondiale et être, si possible, les premiers dans le monde. La question que je prolonge, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser l'émergence, notamment dans les secteurs stratégiques, de tels groupes qui vont nous permettre de préserver notre identité européenne? Est-ce qu'on compte seulement sur le volontarisme ou la bonne volonté ou les idées des industriels? C'est comme ça qu'Airbus s'est constitué à une époque. Hein. C'était la volonté des industriels, ensuite encouragée par les gouvernements. Est-ce qu'on compte sur le marché ou est-ce qu'il y a un moyen, par exemple, si la Commission recevait ce mandat du traité ou du Conseil, d'avoir une cellule qui identifie les secteurs stratégiques. Tu as dit tout à l'heure la proposition que la Commission va faire sur l'énergie, les secteurs que l'on identifie comme absolument stratégiques sur les 20 ou 30 ans qui viennent, ou les 40 ans qui viennent, et où nous ne pouvons pas laisser partir la substance européenne. Est-ce qu'il manque quelque chose, et qu'il y a un outil qui manque pour aboutir à favoriser de l'émergence de tels groupes? Je crois qu'il y a certains paris qui sont gagnants, en tout cas. Améliorer le fonctionnement de nos marchés d'électricité et de gaz pour être plus efficient dans l'usage de l'énergie, pour être moins dépendant, pour être plus capable de lutter contre le changement climatique. Ça, c'est gagnant, en tout cas. Le problème, c'est que certains des instruments dont on aurait besoin, dont on a besoin pour agir dans ce sens-là, à l'échelle européenne, ne sont pas dans la main des institutions européennes. Il faudra en discuter. Mais en tout cas, s'il y a la volonté politique, on peut déjà avancer. J'espère que le Conseil de mars va avancer. Il nous a demandé, les chefs d'État et de gouvernement nous ont demandé au début de cette année de présenter des propositions pour une vraie stratégie commune européenne en matière énergétique, avec toutes ces dimensions, la dimension externe, la dimension de la concurrence, la dimension de l'efficience, dans l'usage de l'énergie, la dimension environnementale. On va présenter des propositions. Faire les paris d'appuyer la recherche et le développement, c'est gagnant. L'Europe peut en faire plus, bien sûr qu'elle peut en faire plus. Au niveau européen, au niveau national, dans le secteur public et dans le secteur privé. Et on est en train de discuter, mais il faut faire plus. Je dis que la Chine est en train de, pas seulement dépasser le Japon, il va dépasser l'Europe et il va produire de nombreuses innovations technologiques, scientifiques et technologiques, grâce à l'effort qu'ils sont en train de faire. Il faut savoir que c'est un pari gagnant. Nous pouvons plus songer à une concurrence basée sur les bas salaires, sur les bas coûts, sur la manque de protection sociale. Il faut une carrière vers le haut, pas une carrière vers les bas du système. L'intégration des systèmes financiers à l'Europe, c'est gagnant sûr. Et on a déjà pris beaucoup d'initiatives dans les dernières années, mais il faut en faire plus. Comme citoyen, comme usager des services financiers, je sais, comme vous le savez, qu'il y a encore beaucoup de choses qui manquent au niveau européen pour utiliser la dimension européenne pour renforcer des services financiers. Et quand on compare les différences de productivité dans les 10 dernières années entre l'Europe dans son ensemble et les États-Unis, où est-ce que les différences de productivité se sont produites? Dans le secteur commerce. Dans le secteur commerce, oui.
et dans les systèmes financiers. Ce sont les deux secteurs qui expliquent l'ensemble des différences de productivité qui bénéficient les États-Unis dans les 10 dernières années par rapport à l'Europe. Alors, il y a une série de secteurs où on est gagnant pour essayer de créer un environnement plus amicable pour les investisseurs. Ça, c'est bien sûr, c'est gagnant. C'est pas personne aux États-Unis avait décidé d'appuyer stratégiquement Google. Google est apparu parce qu'il y avait un climat qui a permis cette initiative de pousser en avant, ou YouTube, ou eBay, n'importe quelle initiative qui ont commencé il y a 10, 15 ans, 20 ans, et qui maintenant sont de 3 ou 4 ou 5 grandes entreprises dynamiques qui créent des richesses, qui créent des valeurs. Alors je crois que ce sont d'éliminer des verrous ou d'utiliser la dimension européenne dans certains domaines et toutes les initiatives nécessaires pour un plus grand dynamisme, pour créer des entreprises champions au niveau national, européen et mondial, bon, ils sont toujours. Bon. Comme le temps file, on va peut-être donner la parole aux questions du public. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a 2 personnes qui vont vraiment circuler avec un micro. Donc, voilà.